Les vraies voix, environnement sur Sud Radio avec Caroline Pilastre, Corinne Tapiero, Tom Conan et puis notre débat qui va débuter dans quelques instants. Même si ça s'est rafraîchi depuis quelques jours, on l'a tous constaté, eh bien les spécialistes prévoient un été plus chaud que la moyenne. Des épisodes caniculaires donc, on a l'habitude depuis plusieurs années, c'est comme ça. Conséquence, la sécheresse, les incendies, redoutez-vous l'été qui arrive. On attend vos votes sur les réseaux sociaux, oui ou non, Twitter, Facebook pour le moment. Une première tendance, vous répondez non à 74%. Mais avant le débat, eh bien petit tour de table de l'actualité. Qu'est-ce qui a interpellé nos vraies voix ? Eh bien on commence avec vous, Tom Conan. Oui, alors moi franchement ce qui m'a interpellé, même si j'en parle souvent, c'est vraiment la situation économique en France et dans le monde en général. En France, il y a eu un article du Monde aujourd'hui qui a précisé que sur 2020, il y aura une récession qui sera entre moins 11 et moins 14%, dans l'hypothèse la plus pessimiste. Donc disons probablement dans les 15%, peut-être davantage, parce qu'on n'est quand même pas encore à la fin de l'année. Et ce qui serait donc dans cette hypothèse-là, la pire contraction au monde. Et par ailleurs, la zone euro, donc ça c'est pour le pays, la France, et ensuite pour la zone euro, ce serait la zone la plus sinistrée également. Donc c'est pas pour déprimer les gens et que tout le monde se jette dans la Seine, évidemment, parce que déjà, certains n'habitent pas à côté de la Seine, et surtout, il y a de l'espoir. Non mais il y a de l'espoir malgré tout, mais par contre, il faut vraiment se rendre compte que ça va être d'une brutalité absolument incroyable. Je renvoie donc Bruno Le Maire a dit 800 000 emplois en moins. Ouais, et puis bon, en fait, on voit bien, moi je regarde beaucoup les news dans ce qui se passe aux États-Unis également, parce que c'est quand même malgré tout encore aujourd'hui la première puissance mondiale, donc ça donne quand même quelques indications sur ce qui va venir dans les prochaines années. Et aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui vient de tomber ? C'est un exemple comme un autre, Starbucks va fermer 400 cafés définitivement, et plus au Canada aussi, donc aux États-Unis et au Canada. Et au Canada, ça représente 17% de fermeture. Donc c'est absolument colossal, alors qu'on parle quand même de boîtes. On sait que Airbnb a beaucoup de difficultés par ailleurs, même Uber, etc. Donc des boîtes pourtant très très dynamiques qui ont encaissé des quantités astronomiques d'argent les dernières années. Et pour autant, même elles, on voit bien qu'elles ont peut-être pas les pieds d'argile, mais en tout cas, elles sont pas insubmersibles. Après la crise sanitaire du Covid, la crise économique malheureusement qui nous attend incessamment sous peu, elle est là. On va la ressentir sûrement dans quelques mois et à l'automne. Caroline Pilastre, qu'est-ce qui vous a interpellé vous dans l'actualité ? Ce soir, je voulais revenir sur la suppression momentanée du film Automne en emporte le vent par la plateforme de streaming américaine HBO. Remettons les choses dans le contexte. Ce film est sorti en 1939 et il est tiré du roman de Margaret Mitchell. En pleine crise de protestation contre le racisme et les violences policières qui visent les personnes noires américaines, HBO a décidé de céder au diktat de l'émotion. Ils nous prennent pour des incultes qui auraient une vision positive de l'esclavage. Comment nier les ségrégations raciales ? Dans ces cas-là, autant interdire certaines œuvres littéraires et artistiques. Pour moi, c'est de la pure démagogie, d'autant qu'Amazon continue à le programmer. L'histoire avec un grand H n'a jamais été propre. Non mais vous avez raison. Alors à ce moment-là, tant qu'à faire, on va aller dans toutes les librairies et dans les maisons d'édition, et puis on va supprimer tous les livres qui parlent effectivement de cette période-là, au risque de décevoir les lecteurs. Et puis on va aussi aller dans les magazines, et puis on va retirer des articles, et puis on va retirer des scènes dans certains films. Il n'y a pas qu'Autant n'emporte le vent. Non mais c'est devenu, et je suis d'accord avec vous, c'est du grand n'importe quoi. Et je pense que les Français ne sont pas complètement idiots et ils savent faire la part des choses. On en a parlé tout à l'heure dans les vraies voix et dans notre débat. Finalement, HBO, vous l'avez dit, ils sont dans l'émotion. Ils veulent pas avoir, je pense, des commentaires et des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Et ils ont décidé malheureusement de déprogrammer Autant n'emporte le vent. Voilà. Pour expliquer, moi je veux bien, ils le font maintenant. Ils l'ont pas fait il y a un mois, alors que ces violences policières existaient également. Donc pour moi, c'est du marketing et de la démagogie. Et je trouve ça un petit peu fort de café, si je puis dire. Je suis d'accord avec vous. Corinne Tapiero, qu'est-ce qui vous a interpellé dans l'actualité ? Alors moi, ce qui m'a interpellé, on en a beaucoup parlé, c'est pas tant les manifestations que les propos du ministre Castaner. Et je vais plagier Ségolène Royal qui disait en d'autres temps, nous ne sommes ni gouvernés ni dirigés. Aujourd'hui, nous ne sommes effectivement ni gouvernés ni dirigés. D'abord parce que le discours de Christophe Castaner, il y a 2 jours, je crois, était absolument surréaliste. Il a inventé des notions comme le soupçon avéré. Alors soit c'est un soupçon, soit c'est avéré. Il a rappelé que les manifestations ne sont pas autorisées dans les faits par la loi d'urgence sanitaire. Mais il croit que l'émotion, a-t-il cité clairement, puisque j'ai noté, mais je crois que l'émotion qui a été une émotion saine sur ce sujet
à dépasser au fond les règles juridiques qui s'appliquent à tous. Alors, si vous voulez, moi, ça m'a mise en colère parce que j'ai pensé à l'émotion de nombreuses familles qui ont perdu un de leurs proches ou des amis ou de la famille directe, qui n'ont pas pu aller voir leurs anciens dans les EHPAD, pour ceux qui y étaient, qui n'ont pas pu qui se sont séparés. Il y avait une vraie émotion dans cette séparation familiale que depuis trop longtemps le pouvoir veut faire oublier, parce que la vraie cellule familiale et la première cellule de solidarité, c'est la famille. Et moi, ça m'a profondément choquée. Ça m'a profondément choquée qu'on cède à une émotion qui est importée d'un pays lointain. On se mêle de ce qui se passe ailleurs sans regarder parfois ce qui se passe chez nous. Moi, j'aurais voulu, avec émotion, pouvoir assister aux obsèques d'un ami qui s'appelle Claude Guasguen et dont on n'a pas beaucoup parlé lorsqu'il est mort du Covid. Pas assez, malheureusement. J'aurais voulu pouvoir assister à un mariage d'une de mes amies à qui on a imposé une salle de 8 personnes espacées de 3 mètres les uns des autres, avec des masques. J'aurais voulu pouvoir assister à la naissance de ma petite fille parce que je ne pouvais pas y aller. Donc je trouve que c'est indigne, c'est insupportable. Je crois qu'aujourd'hui le gouvernement a peur d'un embrasement des banlieues. Ils font tout et n'importe quoi pour lutter contre ça, et dans le même temps, le premier flic de Florence, contrairement aux effets d'estrade et aux propos d'estrade qu'il a tenus au Sénat aujourd'hui, a très largement oublié la police, dont il est quand même le premier représentant en France. Et je trouve ça inacceptable. Voilà. Allez, merci à vous Corinne Tapiro et pour votre coup de gueule toujours très sincère. Je vous propose de retrouver Henri Landès tout de suite depuis sa ferme. Henri Landès est en Auvergne, livrez-voix de la campagne. On va y venir dans quelques instants. Livrez-voix de la campagne. Alors je sais pas si vous connaissez Corinne, Caroline et Tom, un nouveau type d'agriculture qui est assez répandu, la biodynamie. Ça vous parle, Tom Conan, ou pas du tout? Caroline Pilastre ou Corinne Tapiro? Moi non plus, pas du tout. Pas du tout. Bon, alors c'est vrai que nous on a reçu beaucoup d'agriculteurs dans cette émission. Il y a beaucoup de sortes de types d'agriculture et d'agriculteurs évidemment. Et dans les agricultures, il faut savoir que il y a des agricultures qui sont plus ou moins saines, des agricultures qui sont plus ou moins polluantes. C'est vrai qu'on accuse beaucoup les agriculteurs de travailler la terre avec de plus en plus de pesticides. Qu'est-ce que ça vous inspire, Tom Conan, ce qu'on demande aux agriculteurs quand on traite par exemple les agriculteurs de pollueurs, alors que finalement il y a quelques années on leur a demandé de produire plus pour que ils puissent vendre plus et pour participer plus activement à l'économie. Aujourd'hui on les traite de pollueurs. Alors c'est vrai que c'est compliqué. On avait parlé de ce sujet avec un représentant de la FNSEA sur Sud Radio qui avait été délocalisé il y a quelques mois au Salon de l'Agriculture. Et j'avais eu ce débat-là avec cette personne. Et effectivement, il y a 2 enjeux qui sont très contradictoires. Et à la fois, effectivement, moi j'ai quand même une très grande méfiance vis-à-vis effectivement de toutes ces substances qui sont quand même de manière évidente nocives pour certaines d'entre elles et qui doivent donc être éradiquées ou en tout cas progressivement supprimées de façon à limiter les risques ensuite pour la santé publique, etc. Et en même temps, effectivement, il y a cette nécessité de productivité. Non, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le gros problème, c'est qu'il y a une transformation économique des modèles d'agriculture eux-mêmes. Et c'est pour ça tout le monde peut faire du bio, tout le monde peut faire supprimer potentiellement, les engrais, l'agriculture intensive et les substances qui nécessitent ce type de production. Mais ça va prendre en fait du temps. Et donc c'est beaucoup plus une transition économique parce qu'on peut effectivement pas demander à un agriculteur qui a fait des investissements colossaux parfois dans ce sens de les supprimer parce que derrière il y a de la dette et il y a un modèle économique qui repose là-dessus. Donc en fait ça va prendre du temps et peut-être qu'il faut ça va se laisser 10-20 ans pour aller dans ce sens-là. Mais si on coupe brutalement la chose, si on met brutalement un rideau de fer, ça ne marchera pas. Oui, alors justement, Henri Landès est avec nous, il va nous présenter un nouveau type d'agriculture qui est la biodynamie. Henri Landès pour les vraies voix de la campagne, on y va. Sud Radio, les vraies voix de la campagne. Avec Selnat, fabricant bio français, engagé pour vous aider à mieux manger. Et Henri Landès qui est avec nous, fondateur de Landestini. Henri Landès qui est à Boissé en Auvergne. Bonsoir Henri. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir Henri. Alors avec les vraies voix, on parlait d'agriculture en vous attendant. Les campagnes sont encore les lieux privilégiés de l'agriculture. Vous nous parlez aujourd'hui d'un nouveau type d'agriculture de plus en plus répandu, la biodynamie.
Oui, absolument. Alors d'abord, je rebondis sur ce que disait Tom quand même pour dire que je suis tout à fait d'accord que la transition écologique de l'agriculture, c'est une transition économique. Mais donc, la biodynamie, alors c'est pas tout à fait nouveau dans le sens où c'est développé depuis début du XXe siècle. Il y a un monsieur qui s'appelle Steiner qui était un petit peu considéré comme le fondateur, mais c'est sûr qu'on en parle un petit peu moins que l'agriculture biologique et qui est très représentée par le label, etc. Et ça se développe de plus en plus. C'est un type d'agriculture qui est très positif pour la biodiversité, le climat, la qualité des sols, la qualité des produits aussi. Les agriculteurs qui la pratiquent peuvent justement, grâce à ça, se passer d'intrants et de phytosanitaires et donc ils maîtrisent un petit peu plus leur agriculture. Ça consiste à voir la terre comme un écosystème, voir les sols comme un écosystème dans leur biodiversité, de régénérer les sols et la biodiversité. Et un des fondamentaux dans la biodynamie, c'est de suivre le calendrier lunaire, par exemple. C'est quelque chose de concret, c'est de voir, par exemple, quand la lune est montante, ça j'ai appris ça, c'était assez intéressant, la sève monte dans les plantes et c'est opportun de semer à ce moment-là, ce que je savais pas. Il y a aussi le fait que dans la biodynamie, on remplace justement des intrants chimiques par des matières organiques, parfois assez surprenantes. Par exemple, la corne de vache. Je connais de nombreux agriculteurs qui disent la corne de vache, c'est quelque chose de très vivant et quand on le met dans les sols, ça contribue à l'humus, ça contribue à la fertilité des sols. Donc, ça permet aussi, je trouve, c'est intéressant parce que ça permet de sortir d'une manière ou d'une autre par le haut du débat sur pour ou contre le bio. La biodynamie, c'est un moyen de sortir de ce débat. Alors justement, Henri, est-ce qu'il y a une différence avec l'agriculture biologique ? Oui et non, parce que dans le sens, non, parce que ceux qui pratiquent la biodynamie, ils font une agriculture biologique. C'est vu comme un des principaux aspects. Cependant, le label agriculture biologique et l'agriculture biologique comme on le comprend et comme on en parle aujourd'hui surtout, ça veut dire on n'utilise pas de produits phytosanitaires. C'est surtout ça, et d'intrants chimiques. Or, la biodynamie, ça va beaucoup plus loin. C'est une observation très profonde de la nature, des sols, de la biodiversité, de l'interaction entre les plantes. Encore une fois, de ce calendrier lunaire. C'est une approche qui est beaucoup plus globale. C'est pas juste, c'est moins mécanique, si je puis dire, de juste réduire et arrêter les pesticides. Je connais certains éleveurs qui sont en biodynamie, par exemple, qui, sans haute technologie, ils observent leurs animaux, donc des vaches par exemple, et ils essaient de comprendre leur digestion et de soigner par l'ostéopathie et l'homéopathie. Donc les agriculteurs qui sont en biodynamie, effectivement, ils vont aussi vers beaucoup plus de circuits courts, ils vendent directement à la ferme, à des transformateurs aussi, et donc ils sont reconnaissants aussi de la relation qu'ils ont avec leurs clients. Donc c'est des agriculteurs aussi qui sont en meilleure santé. Merci à vous, c'était très intéressant et on a appris beaucoup de choses ce soir. Merci à vous Henri Landès, fondateur de Landestini. Notre débat dans un instant est cette question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Canicule, sécheresse, incendie, redoutez-vous l'été qui arrive? On fera un point sur les votes dans quelques minutes et puis on en débattra avec Chloé Nabédian, journaliste climat à France Télévisions et nos vraies voix environnement ce soir. Caroline, Corinne et Tom, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Jusqu'à 20h, Philippe Rossi. Il fait chaud. Eh oui, il fait chaud, voilà la phrase que l'on prononce le plus depuis quelques années en été, il faut le dire, chaque été depuis quelques années, c'est la canicule, du coup on a investi dans les climatisations, on a investi dans les brumisateurs qu'on met dans le frigo, voilà, alors réchauffement climatique oblige évidemment. Qu'en est-il cet été? Tous les spécialistes nous promettent une grande chaleur. Si c'est le même scénario que l'an dernier, il faut s'attendre à la sécheresse et aux incendies. Redoutez-vous l'été qui arrive? Vous votez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Pour le moment, c'est 74% de nos auditeurs qui répondent non à la question. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Bonsoir Chloé Nabédian. Bonsoir. Bonsoir Chloé, journaliste Climat France Télévisions, présentatrice de l'émission Zéro Émission diffusée demain. Chloé Nabédian va débattre de tout ça avec nos vraies voix. Caroline Pilastre, chroniqueuse sociétale, Corinne Tapiro, élue LR de Paris et l'artiste et auteur Tom Conan qui est avec nous. Et le 19 août d'ailleurs, notez bien, sortira son nouveau livre, Radical aux éditions Albin Michel. Alors c'est vrai Chloé qu'on nous promet chaque année un été caniculaire et à chaque fois ça s'avère malheureusement vrai, malheureusement pour nous. Qu'en est-il cette année Chloé? Alors j'entends tout et n'importe quoi, j'entends qu'il va faire chaud, mais j'entends aussi qu'on nous promet une canicule de plusieurs semaines. Chloé, dites-nous tout, même si je sais qu'avec Météo France on a les prévisions que quelques jours à l'avance, mais qu'est-ce qu'on peut déjà un peu prévoir? Est-ce qu'il est sûr qu'on aura des épisodes caniculaires cet été?
Alors non, il n'est pas sûr à 100% qu'on aura des épisodes caniculaires cet été, mais c'est vrai que ces 5 dernières années, on a eu des étés extrêmement chauds avec des épisodes de canicule. Mais ceux qui vous prédisent qu'il y aura des canicules qui vont durer plusieurs semaines, méfiez-vous parce que bien évidemment, on sait avec une certitude assez relative ce qui va se passer. Il faut vraiment attendre une semaine, 10 jours maximum. Donc imaginez ce qui va se passer au mois d'août, c'est vraiment très loin. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est dans une phase de réchauffement climatique, que ce qui est avéré, c'est qu'on aura des étés de plus en plus chauds avec cette chaleur qui va durer de plus en plus longtemps. Donc oui, on ne peut pas exclure le fait qu'il y a un risque de canicule, mais il n'y en a aujourd'hui aucune certitude. Ce qui est en train de pencher un peu plus vers Météo France d'ailleurs, c'est un épisode de canicule du côté des Balkans et ça reste assez peu probable finalement aujourd'hui en France. Donc on pourrait peut-être y échapper cette année. Juste une question à nos vraies voix, Caroline, Corinne, Tom, vous redoutez, vous, chaque année, la canicule qui se profile en été, vous le vivez mal, Corinne Tapiro? Non, moi je suis pas quelqu'un d'inquiet par habitude, donc je le redoute pas. Je me souviens lorsque j'étais enfant où on avait des étés extrêmement chauds. Mais extrêmement chaud. Il y a eu des canicules qu'on n'identifiait pas comme telles et on faisait peut-être moins cas de la météo. Mais il a toujours fait assez chaud dans certaines régions de France, en tout cas plutôt dans la moitié du pays. Mais non, je ne redoute pas de canicule, pas plus que d'inondations. D'abord parce que c'est totalement imprévisible et qu'on peut très difficilement les arrêter lorsqu'elles se déclenchent. Donc quand elles arrivent, il faut vivre avec. C'est un peu comme avec le coronavirus, et on s'adapte. Eh oui. Alors c'est vrai que Chloé Nabédian, ce que dit Corinne Tapiro, et beaucoup le disent, alors bien sûr je remets pas en cause le réchauffement climatique et je parle pas des climato-sceptiques en particulier. Oui bien sûr Corinne, mais en fait Chloé, c'est vrai que beaucoup disent mais bon, nous aussi il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, on se souvient d'été à 35, 36, 37 degrés et même plus que ça encore. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec certitude que oui, il y a une nette hausse des températures et que ça va être récurrent dans les années à venir? Alors, rarement Météo France dit des choses avec certitude, ils prennent beaucoup de pincettes. Il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est qu'effectivement les températures sont chaudes et très chaudes. Alors peut-être qu'on avait des états à 35 degrés il y a 30 ans. Je vous rappelle que l'année dernière, on a eu des pointes à 45 degrés. Donc c'est quand même du jamais vu. De nouveau, des records historiques de température. Et c'est cette phase de réchauffement en fait qui est assez compliquée à expliquer parce qu'on ne dit pas que chaque été, on va avoir des températures à 40-45 degrés. On dit que ça va arriver de plus en plus fréquemment et que ça pourrait durer un peu plus longtemps. Donc ça ne veut pas dire que ça arrivera chaque été, peut-être que ça arrivera un été sur 3, sur 4, sur 5, et ensuite ça arrivera peut-être un été sur 2, et peut-être que d'ici 2100, ça arrivera tous les étés, et c'est toute la problématique de ce réchauffement climatique, on a du mal à le percevoir, parce que ça n'arrive pas forcément à l'instant T, mais sur une très longue durée. Alors c'est vrai que les conséquences de la canicule, c'est la sécheresse évidemment, et puis surtout ce sont les incendies. On se rappelle l'année dernière par exemple des incendies spectaculaires qu'il y avait eu en Australie. Il y a eu des incendies également en France. Chloé Nabédian, comment on peut faire pour prévenir cette sécheresse et ces incendies maintenant qu'on sait que de toute façon le réchauffement climatique est là, qu'on a pris en moyenne je crois 1 degré ou 1,5 degré est-ce qu'il c'est à nous, est-ce qu'il faut s'adapter dans les prochaines années pour qu'il n'y ait plus d'incendies, même si c'est extrêmement difficile à prévenir, à contrôler déjà c'est difficile, mais à prévenir encore plus. Est-ce que c'est au monde à s'adapter à cette canicule, à prendre ses dispositions pour les sécheresses, pour lutter contre les incendies, les prévenir, et est-ce que c'est possible selon vous, Chloé? Alors, malheureusement, c'est évident qu'on ne peut pas faire en sorte qu'il n'y ait plus de sécheresse. On ne va pas pouvoir mettre de l'eau sur le sol au quotidien qu'on aura pris ailleurs pour essayer de le mettre sur un endroit précis. Il va falloir forcément adapter nos cultures, notre agriculture, notre situation personnelle aussi, nos maisons face à cette sécheresse. Après, au niveau des incendies, forcément, sur des sols très secs, le risque d'incendie va devenir de plus en plus important. Alors, parfois, effectivement, il arrive naturellement. Parfois, ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais du coup, pour arriver à freiner après ces incendies lorsqu'ils partent, lorsqu'il y a un tout petit peu de vent qui se met en place et que justement cette végétation est tellement sèche que ce sont en fait des détonateurs systématiquement lorsque les flammes arrivent, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc, il faut adapter nos territoires malheureusement à une situation sur laquelle on ne pourra pas rétropédaler aujourd'hui. Il faut forcément adapter nos terrains, nos maisons, notre foyer à cette situation qui ne va pas s'arrêter de sitôt, malheureusement. Alors l'ONU alerte sur cette canicule à venir, puisqu'on a déjà eu la crise sanitaire du coronavirus.
qui n'est pas fini, qui va beaucoup mieux, mais qui n'est pas fini. Je ne sais pas, Caroline Pilastre, si vous vous rappelez de l'été 2003, où la canicule avait fait 15 000 morts en France, mais c'est vrai que l'ONU, l'OMS et puis beaucoup de politiques craignent un doublon, c'est-à-dire le coronavirus accolé à malheureusement des morts dues à la canicule. Vous vous en souvenez, vous, Caroline Pilastre, vous avez une idée précise Oui, où vous étiez oui, tout à fait, en été 2003, on s'en souvient tous. Hein. Oui, on habitait à Montpellier, donc si vous voulez, la chaleur, on connaît chaque été, mais c'est vrai que là, selon les spécialistes, l'été 2020 sera sûrement l'été de tous les dangers, en dehors des canicules que nous allons de plus en plus vivre, comme le disait Chloé, des incendies, de la sécheresse. Moi, je m'inquiète aussi pour la pénurie d'eau qui existe déjà en Guadeloupe et en Martinique. C'est un exemple flagrant. Mais je pense qu'il faut vraiment revoir notre système urbain et repenser l'entièreté, justement, urbain et des territoires, parce que ça a un impact aussi sur les produits alimentaires. La sécheresse crée des dégâts. Donc, il faut vraiment penser aussi à planter des arbres en ville, à végétaliser, à plus d'agriculture bio, planter des haies. Oui, je pense que c'est tout le système qui est à revoir. Après, la nature reprend toujours ses droits et il faut vivre avec, mais peut-être que c'est possible aussi de pouvoir adapter certaines choses au fur et à mesure des années. Alors Tom Conan, elle le dit très bien, Caroline Pilastre, mais j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année. Il faut s'habituer à la canicule, il faut revoir notre mode de fonctionnement, il faut se réadapter. Et chaque année, rien n'est changé. Il y a plein de pays comme les États-Unis, d'autres pays comme Israël par exemple, où ils ont l'habitude des 40-45 degrés. Là-bas, il y a de la climatisation un petit peu partout, tout est adapté. La France n'a pas bougé depuis quelques années. Pourtant, on sait très bien que chaque été, on a le droit à des épisodes caniculaires, Tom. Moi, c'est vrai que, effectivement, après, il s'agit effectivement d'encourager sans doute des mutations pour effectivement accueillir ces conditions et ces changements de manière plus pérenne. Et moi, je veux effectivement insister sur, si vous disiez, sur les risques humains particuliers que rencontrent les personnes les plus âgées, parce qu'effectivement, entre le Covid-19 ou la Covid, puisque maintenant, apparemment, on change de genre pour ce virus. J'ai pas très bien suivi pourquoi, peu importe. Mais effectivement, les personnes âgées, moi, je crains une sorte d'euthanasie des personnes âgées, évidemment involontaire, mais dans le sens où on a quand même des risques beaucoup plus élevés, on le sait, pour les chiffres en tout cas sur des malades du Covid et ceux qui en sont décédés, pour les personnes qui ont plus de 65, 70 ans, etc. Et on constate également qu'il y a un phénomène sociologique. C'est pas uniquement les risques épidémiologiques et puis ensuite là éventuellement la canicule ou les canicules des prochaines années, dans les N plus X années, c'est également le fait qu'il y a un isolement, on sait, ça c'est vraiment un phénomène contemporain très fort, un isolement de plus en plus grand de ces personnes-là, qui une fois les enfants partis du foyer, finalement n'ont pas forcément autant de rapports, sauf peut-être par les réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas tout à fait la même chose. On sait que les liens de voisinage ont aussi tendance à quand même disparaître dans quelque chose de plus en plus de moins en moins intuitif et de plus en plus virtuel. Et ça, c'est l'élément central. Parce qu'effectivement, si on côtoie des personnes en permanence qui peuvent savoir si on est en situation de danger, à ce moment-là, j'ai envie de dire, le problème peut être géré parce qu'on ne va pas non plus avoir 70 degrés à l'ombre l'année prochaine. Néanmoins, effectivement, ces problèmes-là qui peuvent être en réalité pas si énormes peuvent devenir des vrais drames d'un point de vue individuel dans ces cas-là. Donc c'est ça qu'il faut aussi encourager et ça, c'est faisable. Ça, c'est très faisable. On vous posait cette question sur les réseaux sociaux. Oui, Caroline, vous disiez ? Non, je voulais juste dire que c'est vrai que tout est déréglé. Regardez les températures exceptionnelles que nous avons eues pendant le confinement en avril et en mai. Chloé peut nous le confirmer. C'était vraiment des mois estivaux. Alors, et en juin, il pleut, c'est vrai. Période estivale, mais manque de chance. Il n'y avait rien d'exceptionnel forcément là-dedans. Il faut vraiment arrêter justement. Parce que ça avait été dit par tous. Alors, je ne sais pas par qui ça a été dit, en tout cas, ça n'a pas été dit par météorologiquement parlant, d'accord. Ça n'a pas été une période exceptionnelle. Ça arrive d'avoir des printemps très chauds, c'est déjà arrivé auparavant et ça continuera d'ailleurs de continuer pour la suite. Il ne faut pas justement confondre une météo à un instant T qui arrive sur une période un petit peu exceptionnelle que l'on a eue avec le réchauffement climatique parce que du coup, après, ça fait un petit peu peur pour rien, si j'ose dire. Mais voilà, le printemps a été bien sûr au-dessus des normales par rapport à ce qu'on a l'habitude, mais il n'y avait rien d'exceptionnel en soi. Et je tenais aussi à rassurer les personnes par rapport à la canicule de cet été et à nos aînés en particulier.
qui s'est passé en 2003 ne va plus jamais arriver en France maintenant, puisque tout est mis en place justement pour prévenir ce qui s'est passé. Il y a des pièces climatisées dans les EHPAD, tout est mis également en place dans les hôpitaux pour accueillir ces personnes éventuellement. Donc il n'y aura plus jamais 15 000 décès en France à cause de la canicule. Les instances ont vraiment pris ce problème à bras le corps pour justement éviter tout ça. Merci à vous Chloé Nabédian, journaliste climat à France Télévisions, présentatrice de l'émission Zéro Émission. D'ailleurs l'émission Zéro Émission, c'est diffusé demain sur France Télévisions. Vous posez cette question sur les réseaux sociaux: canicule, sécheresse, incendie, redoutez-vous l'été qui arrive? Eh bien le score final, c'est toujours un grand non. Non à 74%, et puis nos auditeurs ont été rassurés par Chloé Nabédian à l'instant. On va se retrouver dans quelques minutes pour la dernière partie de l'émission. Avec le déconfinement, il y a des milliards de masques qui risquent de se retrouver dans les océans et ça nous inquiète. Ça, c'est le cri d'alarme de la Fondation Tara. On retrouvera Henri Bourgeois-Costa, chargé du plaidoyer plastique au sein de la Fondation, et il nous expliquera tout. À tout de suite. Et ce sont les vraies voix de l'environnement ce soir avec Caroline Pilastre, Corinne Tapiro, Tom Conan, et je vous propose d'accueillir Henri Bourgeois-Costa. Bonsoir Henri. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, expert en économie circulaire de la Fondation Tara et chargé du plaidoyer plastique. Alors c'est vrai, mon cher Henri, que nous dans la rue, nous qui sommes en ville, on voit énormément de masques en plastique depuis quelque temps traîner dans les rues. Il y a des poubelles partout, mais non, les Français trouvent le moyen de... Enfin, les Français, pas tous les Français, mais certains trouvent le moyen de les jeter sur les trottoirs, comme ça, entre les caniveaux. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que on retrouve de plus en plus des masques en plastique dans les océans. Est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, Henri ? Alors, il faut savoir qu'on sort quand même il n'y a pas très longtemps du confinement, donc les mesures, elles sont encore en cours. On n'est pas capable de donner des chiffres, hein. C'est des actions qui sont lancées maintenant. Ce qu'on constate, c'est effectivement, comme tout un chacun, qu'il y a une multiplication de ces masques dans la rue et que de toute façon, les pollutions maritimes, elles ont une seule et principale source, c'est la terre, puisqu'il faut savoir que quand vous jetez quelque chose par terre, il y a de fortes chances que ça finisse à l'égout. Et l'égout, ça ne va pas à la station d'épuration, hein, contrairement à la croyance populaire. L'égout, ça va directement à la rivière, qui elle-même mène à la mer. Et voilà. Donc, oui, donc on retrouve des masques dans les rivières et donc dans les océans. Donc dans les océans exactement, et ces masques qui ont une apparence de tissu, hein, c'est un peu ce qui est trompeur. On pourrait imaginer que c'est du coton ou quelque chose d'anodin, mais en fait c'est des plastiques, hein. C'est bel et bien des plastiques, ces masques jetables. Donc c'est le même type de plastique que celui que vous retrouvez, qui sert à fabriquer des pare-chocs de voitures par exemple, hein. C'est du polypropylène, donc voilà, c'est un peu le même. Alors ce que vous dites, Henri Bourgeois-Costa, c'est que finalement aujourd'hui les océans sont malmenés, maltraités, et que nous on n'y prête pas beaucoup attention, puisque c'est vrai qu'on est loin de tout ça, on est beaucoup d'entre nous dans les villes, l'océan ça nous paraît loin, et on n'y fait pas attention à notre océan, alors que les océans, les rivières, les mers, c'est l'équilibre de toute la planète. Oui, on a tout à fait tort de ne pas y prêter attention pour plein de raisons. On ne va pas toutes les aborder, ça serait beaucoup trop long, mais il faut savoir que cette pollution plastique, on parle quand même de 35 millions de tonnes de plastique par an qui finissent dans la nature, dont 8 dans les mers et les océans. 35 et 8, c'est quand même des chiffres qui sont atterrants quand on pense à ce matériau qui est particulièrement léger, donc ça représente des volumes gigantesques. Et en fait, ça pose des problèmes énormes en matière de biodiversité. La biodiversité, c'est notre alimentation, hein. Quand un poisson mange du plastique, il grandit pas, ça l'aide pas beaucoup. Et quand un poisson grandit pas, il finit pas dans notre assiette. Ça, c'est le premier impact. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg, parce que derrière, il y a des choses bien plus complexes qu'on est seulement en train d'étudier maintenant et qui nous inquiètent encore plus, qui est notamment le fait que ces plastiques dans l'environnement servent de support à toute une faune bactérienne et virale qui pourraient potentiellement devenir des problèmes de santé publique demain. Voilà. Autrement dit, ces plastiques, ils modifient la façon dont ces bactéries, ces virus se déplacent et interagissent entre eux, et donc on favorise certains au détriment d'autres. Corinne Tapiro, tiens, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que dit Henri Bourgeois-Costa et ces mers, ces rivières, ces océans qui malheureusement, alors on parle de la crise sanitaire, mais qui commencent à être inondés de nos masques que l'on jette dans les rues. Si seulement les Français savaient que les masques qu'ils jetaient se retrouvaient dans les océans, peut-être qu'ils ne le jetteraient pas. Corinne.
Mais je pense que c'est même pas ça. Je crois qu'il y a un vrai problème de respect de l'environnement direct. Alors, je ne parle pas de l'environnement général verdure, mais de l'environnement urbain. Les gens ont effectivement tendance à jeter, d'abord parce qu'on est en tout cas je parle pour Paris, dans une ville qui est extrêmement sale. Donc il est vrai que dans une ville sale, ça appelle de plus en plus de saleté, donc les gens sont moins vigilants. Quand on va en Suisse par exemple, il n'y a pas un papier par terre, personne ne va s'amuser à en jeter. Bon, d'abord parce qu'ils sont sanctionnés très sévèrement. Ensuite de quoi, je crois qu'il y a une vraie méconnaissance du circuit des déchets. Ce circuit des déchets n'est absolument pas connu et je pense qu'on aurait intérêt à faire beaucoup de pédagogie pour expliquer où s'en vont tous ces déchets. Et puis, il suffit d'aller sur les plages, de se baigner un petit peu au large pour voir flotter des tas d'objets qui n'ont pas leur place dans une mer et qui somme toute, sont un trouble pour bien sûr la faune et la flore maritime, mais qui sont un trouble aussi pour les usagers de la mer, que sont les baigneurs ou les plongeurs et autres usagers. Mais on a aussi dans notre pays, alors c'est très paradoxal de parler de protection de l'environnement parce qu'on a beaucoup parlé de cette histoire de masques qui faisaient défaut, puis d'un coup on en a, et puis on s'aperçoit qu'ils sont en polypropylène, donc ça on l'avait bien remarqué, mais peu de gens le savent. Peu de gens savent que ces masques, pour tout le monde, c'est une espèce de tissu de coton ou un coton un petit peu floqué ou je ne sais quoi. Pardon, c'est pas possible. C'est pas possible. Non mais c'est pas. Si les gens ne savent pas. Non mais. Oh non mais c'est au-delà de ça là. Attends, moi je pense. Non mais attendez. Là, les gens ne savent pas qu'ils sont polypropylène. C'est pas une question de pédagogie. Attendez, c'est pas du tout une question de pédagogie. Il y a une quantité, je suis navré, mais il y a une quantité d'abrutis dans ce pays hallucinant, les gens qui posent leur masque par terre. Merci Tom. Moi j'en vois absolument partout. C'est vrai que c'est du bon sens. Scandaleux. Et surtout, je veux préciser un point tout de suite. Contrairement à ce qu'on pourrait croire dans une image d'Épinal un peu préfaite, c'est pas dans les quartiers pauvres spécialement où les gens foutent le bordel, ça. Non, moi il y a pas mal de quartiers très favorisés que j'ai pu croiser ou dans lesquels je peux évoluer, où il y en a plein. Et dans Paris, c'est parmi les quartiers les plus friqués également. Donc c'est absolument scandaleux. C'est des gens qui sont pas du tout en défaillance culturelle, éducative. Mais le problème de pédagogie, c'est pas une défaillance. Ça s'appelle du je m'en foutisme. C'est des abrutis. C'est vrai. Arrêtez. C'est vrai que ça s'appelle du je m'en foutisme. Pour moi, c'est du je m'en foutisme. Et moi, je vais vous dire autre chose. Alors Caroline, en quelques secondes, puisque malheureusement c'est la fin, on doit accueillir Yvan Cugius. En vraiment quelques secondes. Très bien. Vive le monde d'après. Il y a un ras-le-bol des bénévoles qui ramassent les masques, les gants, les flacons de gel. Ça suffit un peu, cet irrespect, cette incivilité quotidienne. Je vais vous dire, ça devait être les mêmes hypocrites qui applaudissaient durant le confinement les personnes en première ligne, dont les éboueurs. Donc, faut arrêter un petit peu de se foutre de la gueule du monde. Et c'est pas une question de pédagogie, c'est une question de savoir vivre. Tout à fait. Merci à vous, merci Caroline Pilas, Tom Conan, Nos Vraies Voix, Corinne Tapiro, merci à vous Henri Bourgeois-Costa, expert en économie circulaire de la Fondation Tara et chargé du plaidoyer plastique. Merci pour votre éclairage et bienvenue à Yvan Cugius. Bonsoir Yvan.